de suivre un peu la trame de notre exposition hein, et de voir qu'est-ce qui a pris la suite de la soufflerie d'Eiffel jusqu'aux grandes souffleries actuelles dont on dispose en France à travers des grands organismes aéronautiques comme l'ONERA, mais aussi automobiles, et puis pour le bâtiment, puisque les souffleries servent, comme l'a déjà montré Martin Peter, à la fois pour l'aviation, pour l'automobile et puis pour le bâtiment public. Donc, voilà, alors je vais brièvement reprendre, puisque tout ça, ça a été déjà très bien décrit, les premières souffleries, mais montrer quelques autres souffleries autour de celle de Gustave Eiffel. Et puis ensuite, j'aborderai donc les souffleries pour l'aéronautique et l'espace, et enfin, pour troisième partie, pour l'automobile et la construction. Alors dans ces principes, finalement, la soufflerie aérodynamique, c'est un moyen de simulation au sol qui permet de tester des avions ou des maquettes dans les mêmes conditions qu'en réalité. Et ça repose sur le principe de Newton, donc, qui avait au XVIIIe siècle exprimé que les forces qui s'exercent sur un corps plongé dans un fluide sont les mêmes que ce corps se déplace à une certaine vitesse à travers le fluide au repos, ou que le fluide se déplace par rapport au corps immobile à la même vitesse relative. Alors c'est un principe simple, mais qui, comme on va le voir, on l'a déjà vu tout à l'heure avec la présentation de Martin Peter sur la controverse qui a existé entre le duc de Guiche et Gustave Eiffel au début du XXe siècle. Hein. Il y a toujours des problèmes qui se posent, et donc à l'orée de ce XXe siècle, eh bien, on se demandait encore si c'était vraiment valable de faire cette équivalence, et donc ce que le duc de Guiche disait, c'est que de prendre un corps et puis de faire souffler le vent autour, eh bien c'était pas la même chose, et que s'il obtenait des résultats différents, eh bien c'est parce que Eiffel avait tort de faire ce qu'il faisait. Donc et déjà, si on remonte plus loin, donc je suis remonté donc 18e siècle, Newton qui avait exprimé ça, et au 18e, donc il y a un certain Dubois qui était un ingénieur hydraulicien qui avait essayé lui une plaque qu'il avait mis, il avait calculé la résistance de cette plaque qu'il mettait dans un torrent, il avait calculé, mesuré la vitesse à laquelle le torrent débitait, et il avait ensuite mis cette plaque derrière un bateau qu'il avait fait évoluer dans les eaux tranquilles d'un lac avec la même vitesse que celle du torrent. Il avait trouvé donc une différence de 30%, et bon, il ne comprenait pas pourquoi. Donc comme les gens à cette époque, quand ils tombaient sur quelque chose qui ne collait pas, ils établissaient un paradoxe, et ils attendaient que d'autres trouvent la clé du problème, et ça a été fait seulement au milieu du 19e siècle par Duchemin, qui en 1842 a montré que s'il n'y avait pas cette équivalence, c'était pas que le principe de l'équivalence était mauvais, mais c'était que ça avait été mal appliqué, que dans le torrent, eh bien, la plaque était trop grande par rapport à la dimension du torrent, et qu'il y avait des effets de bord, donc des effets de bouche humide sur les bords du torrent. Et donc c'est un problème que l'on retrouve en soufflerie toujours. On a toujours tendance à mettre des objets qui sont trop grands par rapport à la soufflerie. Donc si on veut rester dans des principes d'analogie, eh bien il faut avoir une maquette qui soit de dimension restreinte par rapport à la taille de la soufflerie. Donc on évoque souvent 5 à 6% de mètre cube sur ces maquettes. Et si on met des maquettes trop grandes, là on va trop vers les bords, et on commet des erreurs. Donc la controverse de Guiche-Eiffel, ça a été très bien évoqué tout à l'heure, ce qui montre que bien que le problème était déjà résolu, bien on se posait encore toujours les mêmes questions, et c'est Poincaré qui avait tranché sur ces problèmes-là. Alors, les premières souffleries, c'est pas Gustave Eiffel qui est l'inventeur des souffleries, hein, donc il y a eu en France Renard qui avait fait une soufflerie en 1896, Rateau en 1909 en même temps que Gustave Eiffel, en Grande-Bretagne c'était Maxime, et encore plus avant, eh bien, il y avait Marey qui avait fait une soufflerie à fumée en 1899, qui était un médecin physiologiste et qui est à l'origine des premières visualisations en soufflerie. Et puis les frères Wright, qui sont donc vraiment ceux qui ont fait le premier vol officiellement contrôlé en 1903, avaient également une petite soufflerie.
Donc, alors ici, je m'excuse, il y a vraiment une grosse faute qui est indiquée. On voit V1S1 égale V2S2. Hein. Donc, c'est ce qui me montre, donc c'est le principe de conservation de la masse et qui fait que dans les souffleries, eh bien, on accélère l'air dans les souffleries subsoniques en réduisant la section de passage, et c'est ce qui va permettre d'avoir une vitesse V2. Là, sur le schéma, c'est convenablement exprimé, la vitesse V2 est plus grande que la vitesse V1 parce qu'on a une section qui est plus faible. Alors les premières installations, effectivement, on avait le ventilateur qui était en amont, donc la veine d'essai, c'est là où il y a la vitesse V2, et on avait donc les influences de la pale qui allaient sur la maquette. Donc ce n'était pas très satisfaisant d'avoir cette situation, ce qui fait que très rapidement, eh bien, on est passé à une soufflerie à aspiration. Alors là, c'est donc un précurseur, Étienne Jules Marais, qui avait fait cette soufflerie aérodynamique, cette machine à fumer qui a été refaite il y a une dizaine d'années, en 2004, au musée d'Orsay, dans le cadre du centenaire de l'anniversaire de sa mort. Et on a refait des très belles visualisations qui avaient un caractère artistique. C'est pourquoi le musée d'Orsay avait souhaité faire cette exposition, cette reconstitution. Alors, si on va sur la soufflerie des frères Wright, donc en 1901, ils avaient donc 2 ans avant leur exploit, l'exploit du Flyer, eh bien, ils avaient testé 200 modèles différents d'ailes dans cette petite soufflerie. Donc là où on a véritablement, c'est une soufflerie avec du ventilateur en amont, c'était une soufflerie soufflante. Et donc c'est une aile qui faisait 1,80 m de long. Et ils ont fait donc, ces 200 essais. Et ce que disait Wilbur Wright, il a écrit, dans tous les cas, si connus nous sommes devenus pour notre flyer, cela ne serait jamais arrivé si nous n'avions développé notre propre soufflerie et déduit de nos essais des données aérodynamiques correctes. Donc c'est un vibrant hommage qui est rendu à l'intérêt des souffleries par les frères Wright à cette époque. Voilà, et là, c'est une image donc, du flyer lorsqu'ils ont fait l'essai de progrès. Alors, ensuite, donc, on est passé aux souffleries à aspiration, donc ventilateur en aval, donc on a toujours le même principe du convergent, et on accélère la vitesse dans la section d'essai en réduisant la section grâce à ce collecteur, mais avec aspiration. Et donc là, donc ceux qui ont fait sur ce principe, donc c'est Stanton en Grande-Bretagne, Ryabushinsky en Russie, Brandt en Allemagne, qui était donc concurrent direct du Gustave Eiffel, bien sûr. Donc ça, on en a parlé. L'adjonction du diffuseur, donc Martin Peter vous en a parlé tout à l'heure, c'est donc après le convergent, et au lieu d'avoir la veine d'essai qui était tout de suite en aval du convergent, eh bien, il a disposé un élément diffuseur avant d'aboutir au ventilateur qui aspirait l'air. Alors, c'est le principe de réduire la section pour augmenter la vitesse dans le convergent. Quand on a le diffuseur, eh bien, on va avoir un divergent qui va réduire la vitesse. Alors, quel est l'intérêt apparemment de réduire la vitesse avant de l'aspirer? C'est pas pour la vitesse, mais c'est pour la répercussion qui va avoir lieu sur la pression, puisque Bernoulli avait établi au XVIe siècle déjà que pression et vitesse variaient en sens inverse, mais il n'avait pas établi la formule, et c'est Euler au XVIIe siècle qui a établi la formule de relation entre la pression et la vitesse, mais quel que soit le régime, du subsonique au supersonique, on a toujours pression et vitesse qui varient en sens inverse. Donc le ralentir le fluide, l'air dans le diffuseur, ça recomprime l'air, et donc ça permet d'avoir une différence de pression entre donc, les deux côtés du ventilateur qui est moins importante et qui réduit dans des proportions drastiques, puisque Gustave Eiffel avait estimé aux 2/3 l'amélioration du rendement qui résultait de cette invention, et bien sûr qui a été copiée partout ailleurs. Voilà, ça c'est donc les différents termes. Chambre de tranquillisation, c'est juste avant le convergent. Ensuite, la chambre d'essai où on fait les tests, le diffuseur et la chambre d'aspiration. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est de dire pourquoi finalement, puisque ce qui compte, c'est l'augmentation de section,
pourquoi, dans le cas de convergent, de collecteur, avoir un collecteur assez court, et puis dans le cas du diffuseur, avoir quelque chose de très long, alors que, puisque ce qui compte, c'est la différence de section, on pourrait avoir un diffuseur très court aussi et avoir cette même différence. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir un décollement de couche limite dans le diffuseur, et que Eiffel avait fait ses tests et avait montré que c'était un angle de 6 degrés, 6-7 degrés, et qui est toujours utilisé finalement dans toutes les installations 7 degrés. Alors, maintenant, je vais aborder donc le second thème, qui est les souffleries pour l'aéronautique et l'espace, et parler donc d'une grande soufflerie de l'ONERA, qui est à Chalais-Meudon, et donc qui n'est pas très loin d'ici, et qui est la soufflerie qui a succédé à la soufflerie Eiffel. Enfin, succédé non, puisque la soufflerie Eiffel continue toujours, mais en taille, on a voulu avoir une augmentation de taille pour pouvoir passer des avions à échelle. Alors ce centre de Chalais-Meudon, donc on voit cette grande soufflerie ici au fond du vallon de Meudon. Donc c'est un parc de 13 hectares qui faisait 28 hectares en 1946 quand l'ONERA a été créé, mais depuis il y a eu des cessions de terrain pour des lycées voisins, pour des installations sportives. Donc il reste encore 13 hectares qui appartiennent à l'ONERA. Cette soufflerie qui a fait les heures de gloire de l'ONERA est fermée depuis 1977, mais subsiste toujours au milieu d'un parc où il y a d'autres souffleries qui ont été construites par la suite pour avoir des vitesses plus élevées. Alors cette grande soufflerie fonctionne exactement sur le même principe que celle de Gustave Eiffel ou Boileau, et c'est facile de comprendre pourquoi, puisque celui qui l'a conçu, c'est Antonin Laprelle, qui était le directeur que Gustave Eiffel avait mis en place avant de se retirer de la soufflerie de la rue Boileau. Donc Antonin Laprelle a conçu cette soufflerie pour pouvoir passer des avions à échelle 1, mais les avions étaient assez petits entre les deux guerres, puisque c'est à partir de 1929, donc on lui a demandé de concevoir cette gigantesque soufflerie. C'est Albert Cacot, qui avait été nommé directeur technique général au ministère de l'Air, qui a souhaité doter la France d'une soufflerie permettant de passer les avions à échelle 1. Et donc le projet qui a été retenu par Albert Cacot, qui est resté 4 ans au ministère. C'était Laurent Hénac, un as de la Première Guerre mondiale, qui avait été nommé ministre de l'Air en 1929. Et donc Albert, il a appelé aussitôt pour le seconder Albert Cacot comme directeur technique général. Et ce dernier a fondé des instituts de mécanique des fluides à Lille, à Marseille, à Toulouse. Et celui de l'Institut de mécanique des fluides de Lille, l'IMFL, a rejoint l'ONERA dans les années 86. Et il a voulu construire sur ce terrain de Meudon, qui était un terrain qui était déjà dévolu à la recherche depuis longtemps, puisque sous le Second Empire, c'est le colonel de Réfy avait inventé ici la mitrailleuse à balles. Ensuite, en 1877, le capitaine Renard avait été nommé directeur du centre d'aérostation de Meudon, qui avait été créé à la suite sur ce terrain, et avec mission de développer des ballons d'observation. Donc il y a une tradition de recherche depuis longtemps à Meudon, et c'est tout naturel que le ministère de l'Air ait choisi d'implanter cette grande soufflerie au sein de ce terrain. Alors là, on voit les ventilateurs qui sont au bout de la chambre d'aspiration. Donc là, on est dans la veine d'essai et on regarde vers la chambre d'aspiration. Alors le diffuseur qui s'ouvre là devant nous, avec les lèvres au bord arrondi en rouge, fait 18 mètres, c'est une ellipse qui fait 18 mètres de grand axe horizontal et qui fait 10 mètres de grand axe vertical. Alors elle est légèrement plus grande, elle fait 140 mètres carrés de superficie, alors que la veine d'essai débouche, qui est derrière moi, où arrive le convergent, elle fait que 100 mètres carrés. Donc ça, c'est pour vraiment reprendre l'écoulement, puisque c'est une veine libre, donc il n'y a pas de veine guidée. Donc on a une ellipse qui fait 140 mètres carrés,
alors que celle qui débouche dans la chambre d'essai fait 100 mètres carrés seulement, et donc a 16 mètres de grand axe horizontal et 8 mètres de grand axe vertical. Là, donc, on a 2 mètres de plus, 18 au lieu de 16, et en hauteur, 10 au lieu de 8. Et ce grand diffuseur, donc, qui a l'angle de 7 degrés prescrit par Eiffel, à 38 mètres de long, si bien qu'au bout de ce diffuseur, eh bien, on a une surface qui fait 270 mètres carrés contre les 140 mètres carrés de l'entrée. Donc on va réduire la vitesse dans un rapport à peu près 2 et augmenter donc, la pression. Alors les ventilateurs qui sont au bout donc, sont inscrits dans des cercles de 9 mètres de diamètre, et chaque ventilateur a une puissance d'extraction de 1000 chevaux. Donc c'est en tout 4,4 MW de puissance que fait cette installation. Alors, comme c'était une installation assez exceptionnelle à l'époque, hein, quand elle a, en 1935, quand elle a été inaugurée, sur le papier, ça a été la plus grande soufflerie au monde. Mais comme on a mis plus longtemps à la construire que les Américains qui en faisaient une dans le même temps, quand elle a été opérationnelle, elle était déjà dépassée un petit peu en taille. Et puis c'était qu'on ignorait à l'époque ce qu'il y avait en Russie, ce qu'on n'appelait pas encore le rideau de fer, mais on ignorait tout à fait ce qui se passait donc, au centre de Joukovski, qui est à 80 km de Moscou, et de Tsagi, où les Russes ont une soufflerie qui est beaucoup plus grande que celle-ci, elle est de forme elliptique également, parce que ça convient bien pour étudier des avions, puisque pas la peine d'avoir une grande hauteur, ce qui compte c'est d'avoir une envergure importante, donc ils sont une soufflerie de section elliptique, mais qui fait 24 mètres de grand axe et 16 mètres de petit axe vertical. Donc finalement, nous, avec notre 16 mètres horizontal, c'est une petite installation. Voilà, et donc Hergé, c'est pas dans Tintin, mais on reconnaît le graphisme d'Hergé, c'est dans Josette et Joko, le testament de Monsieur Pump, eh bien, il montre cette soufflerie. Alors on voit la petite image où on voit le début du collecteur, hein, sur la seconde image, ensuite sur la troisième, eh bien, on voit les ventilateurs, et puis on voit le Stratonef, l'avion qui est étudié dans le testament de M. Pump, et qui est dans la chambre d'aspiration. Alors là, c'est tout à fait faux, c'est bien sûr pas comme ça que les essais se passaient. L'avion était bien loin des ventilateurs. Là, il a mis l'avion dans la chambre d'aspiration, et en plus dans l'autre sens. Mais ça, c'est une constante depuis donc quelques années où la soufflerie de Meudon a été louée pour des cinéastes. Il y avait notamment le film Michel Vaillant qui a été tourné il y a une dizaine d'années. Eh bien, le cinéaste, il demande à mettre, là c'était donc la Vaillante, hein, une automobile, à la mettre le plus proche possible des ventilateurs. Hein. Donc, on veut voir les ventilateurs, donc on veut que la chambre d'essai soit la chambre d'aspiration. Ce qui n'est pas le cas. Mais les artistes, c'est la licence des artistes de faire ça. Donc voilà quelques images où on voit, alors là, sur l'image en bas à gauche, ce grand diffuseur hein, de 38 mètres de long, qui était en plus une prouesse au niveau architectural dans les années 30, puisque c'est fait en un voile de béton mince qui fait 70 mm d'épaisseur, donc c'était une première grande construction en béton à cette époque. Alors, cette soufflerie, donc, elle a servi, là, c'est une image que je trouve assez jolie, c'était lors de la présentation d'un livre sur l'Airbus A380, qui avait été lancé par l'éditeur dans la grande soufflerie avec l'exposition des meilleures images du livre dans le diffuseur avec un petit chemin de lumière pour les visualiser. Donc avant d'aborder la suite, cette soufflerie, donc elle a pendant 20 ans, de 1950 à 1970, elle a fonctionné énormément. Elle a fonctionné avec deux équipes, hein, donc de 6h du matin à 22h le soir, tellement il y avait d'essais à faire, et dans tous les domaines, hein, principalement l'aéronautique, mais également Martin Peter l'avait loué pour faire des essais sur un bâtiment d'une exposition universelle à Osaka, parce qu'elle était d'une dimension qui était intéressante.
Donc, elle a fonctionné. Donc, en 1950, l'ONERA a décidé de rajouter une chambre de tranquillisation parce que l'air était prélevé directement par le collecteur à l'extérieur, mais il n'y avait pas, ça n'était pas caréné autour. Donc on retrouvait à l'intérieur de la veine d'essai les vents dominants atmosphériques. Donc ce qui n'était pas satisfaisant, donc pendant l'entre-deux-guerres, elle a fonctionné comme ça, mais avec la difficulté donc, de retrouver des vents de travers, ce qui fait qu'elle ne fonctionnait pas beaucoup. On attendait d'avoir des conditions atmosphériques assez faciles, sans trop de vent, afin de pouvoir faire des essais valables. Donc quand l'ONERA, qui est un organisme, donc un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a été fondé en 1946, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et bien tout de suite, l'ONERA a décidé de rajouter une chambre de tranquillisation à cette soufflerie pour qu'elle puisse servir plus souvent. Alors ça a eu pour comme conséquence de réduire la vitesse maximale qui était de 200 km/h et qui est tombée plus qu'à 180 km/h avec l'adjonction de cette chambre, mais avec l'avantage appréciable de pouvoir souffler par tous les temps. Donc maintenant, je vais monter un peu en nombre de Mach et parler des souffleries supersoniques, soniques et puis hypersoniques. Et d'abord, on va parler de la soufflerie à Saint-Modane, qui est toujours à l'heure actuelle la plus grande soufflerie sonique au monde, qui atteint la vitesse du son et qui a une histoire un peu particulière, donc on n'a pas pu raconter sur les posters, mais c'est une soufflerie qui est une prise de guerre qui vient d'Allemagne, donc où elle devait être construite en Autriche. Elle avait commencé donc la construction en 1943 et en 1945, donc quand les troupes françaises arrivent donc dans le sud de l'Allemagne et en Autriche, on s'aperçoit que les Allemands sont en train de construire une énorme soufflerie. Et donc, réflexe de Girard, qui était sur place, qui était donc quelqu'un qui était pour le renseignement français, et donc on communique donc à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit? Est-ce qu'on transfère? Est-ce qu'on en fait un centre international? C'était pas tellement mûr pour faire un centre international à cette époque-là. Donc la décision qui est prise par l'ingénieur général du manoir, eh bien, c'est de transférer cette soufflerie en France. Et donc il faut trouver un site pour héberger cette colossale soufflerie. Si elle était construite dans les Alpes, c'est parce qu'ils voulaient profiter d'avoir de l'énergie qui provenait de l'eau d'un torrent pour alimenter la soufflerie. Donc il y avait une chute d'eau à cet endroit de 550 mètres de dénivelé. Donc il fallait retrouver en France des conditions semblables. Ce n'était pas très difficile, entre les Pyrénées et les Alpes, il y avait possibilité. Donc il y a eu une mission de repérage et finalement c'était la Savoie qui a été choisie avec la vallée de la Maurienne, à Modane-Avrieux, où il y a une chute sur le mont Ossois qui est à 850 mètres au-dessus de la vallée. Donc on a fait une conduite forcée pour un barrage et une conduite forcée qui alimente, donc qui fait tomber l'eau, ça va jusqu'à 12 mètres cubes d'eau par seconde et qui fait tourner les ventilateurs directement, enfin pas directement les ventilateurs, c'est sur le même arbre où il y a les ventilateurs et les turbines Pelton, et donc l'eau fait tourner les turbines et l'arbre est mis en mouvement et fait tourner les ventilateurs de la soufflerie. Donc ça a été un chantier immense qui a été mené par Marcel Pierre, qui avait eu, avant la guerre, l'idée d'une soufflerie sonique et qui a travaillé à la SN Caso et qui avait soumis un projet. Et donc il a eu la chance de pouvoir ensuite prendre, ça a été la prise de guerre des Allemands. Sur les Allemands, ça a été un peu difficile parce que les Américains avaient déjà emporté des éléments, donc il a fallu rapatrier ensuite, il a fallu d'abord qu'il y ait un accord pour qu'on reconnaisse que c'était bien la France qui allait se saisir de ces éléments et construire la soufflerie. Et donc celui qui a veillé et qui a été donc directeur des grands moyens d'essai de l'ONERA ensuite pendant de nombreuses années et qui était haut conseiller à l'ONERA jusqu'à son décès il y a 6 ou 7 ans. Donc c'est lui qui a été vraiment le maître d'œuvre de ce transfert de soufflerie. Donc on voit
la soufflerie, alors je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais ça a 8 mètres de diamètre, alors c'est plus petit que la grande soufflerie de Meudon, mais ce qu'il y a, c'est qu'on fait des écoulements qui vont beaucoup plus vite, puisqu'on atteint la vitesse du son, donc 1200 km/h dans la soufflerie. Et alors c'est une soufflerie qui est à circuit fermé. Alors on a vu que Eiffel donc, avait eu une innovation très importante qui était le diffuseur, hein, qui permettait d'avoir un bien meilleur rendement, mais c'était une soufflerie qui était, on appelle la soufflerie de type Eiffel, qui est tout en longueur, où il n'y a pas de remise en circulation de l'air d'une fois qu'il est éjecté. Alors que Brandt, lui, n'avait pas le diffuseur, mais avait déjà une soufflerie à circuit fermé. Donc maintenant, toutes les souffleries que l'on construit, eh bien, elles cumulent les deux avantages, celui qui avait été procuré par Eiffel, qui était diffuseur, et puis celui qui avait mis au point donc, Ludwig Brandt, qui était un circuit fermé. Donc voilà un circuit fermé, un exemple de circuit fermé sur cette grande soufflerie de Modane, où on voit le gigantisme de l'installation, puisqu'on a 155 mètres de longueur de la soufflerie. Voilà, ici, en haut à droite, vous voyez les turbines Pelton, donc qui sont les godets dans lesquels l'eau déferle pour les faire tourner, donc avec jusqu'à 12 mètres plutôt par seconde, ce qui est assez impressionnant, donc pour une puissance de 88 MW. Et donc, dans le cadre de cette construction, eh bien, Marcel Pierre a demandé aux Allemands de construire une soufflerie pilote qui, elle, est toujours sur le centre de Meudon, qui est de 3,5 MW seulement, qui est la réplique à l'échelle 1/8 de la grande soufflerie de Modane, donc avec un diamètre de veine de 1 mètre. Et donc c'est une soufflerie qui est bien rénovée, mais qui elle, fonctionne toujours à Meudon. Voilà, vous voyez l'échelle ici avec un technicien qui est dans les pales de la soufflerie. Voilà, donc les essais qui sont faits dans cette soufflerie, vous voyez ici une maquette d'Airbus A340 dans la veine d'essai, et vous voyez derrière le mât tripode qui est rouge et qui permet de tenir la maquette, parce que les efforts que l'on mesure dans une telle installation sont très importants, bien sûr, puisque les maquettes sont à des grandes échelles, puisqu'on a 8 mètres de diamètre, donc ça permet de mettre des maquettes de dimensions confortables, et on peut avoir jusqu'à 20 tonnes d'effort de portance sur une telle maquette. Donc il faut que la structure résiste. C'est pourquoi ce mât tripode est assez costaud, comme vous pouvez le voir. Il est profilé pour éviter de perturber trop l'équipement, mais c'est quelque chose de très costaud qui permet de faire toutes les mesures d'effort que vous souhaitez. Là, ce sont des essais de largage de charge, un tir de missile Apache qui est fait sous Mirage 2000. Donc avant, les missiles étaient largués dans la soufflerie, ils commençaient leur course naturellement, mais avec les dégâts qu'on peut imaginer lorsqu'ils tombaient sur les parois de la soufflerie. Donc maintenant, il y a cet énorme banc orange là qui permet de bien positionner le missile dans ses premiers mètres quand il est largué. Voilà. Poursuivre avec une soufflerie qui est assez importante, qui est une soufflerie hypersonique. Donc là, on a vu soufflerie sonique. Après, donc, on passe aux souffleries supersoniques. Alors, qu'est-ce que le supersonique? Donc, quand on va au-delà de Mach 1, eh bien, on va être obligé d'avoir un dispositif qui s'appelle une tuyère qui va permettre d'augmenter encore la vitesse de l'écoulement. Donc vous voyez, l'écoulement vient sur la gauche par la petite flèche rouge. Donc il faut d'abord, dans une soufflerie supersonique, avoir un convergent. Donc on a comme le collecteur de la soufflerie subsonique. Donc l'écoulement est accéléré dans ce convergent. Et ensuite, eh bien, on l'accélère suffisamment pour qu'il atteigne la vitesse du son, qu'il atteigne Mach 1, et il atteindra Mach 1 au col, à l'endroit de section réduite. Et ensuite, ça c'est... Tout à l'heure, c'était un peu... Je vous avais donné la formule avec une faute, malheureusement, V1 S1 égale V2 S2. Ça, c'est très bien, ça marche en subsonique, mais
ça marche quand on n'a pas d'effet de compressibilité. Mais la véritable formule de conservation du débit, eh bien c'est ρ1 S1, ρ1 V1 S1 égale ρ2 V2 S2, c'est-à-dire qu'il faut faire intervenir la masse volumique. Et la masse volumique, elle va changer, plus on va vite, plus la masse volumique est modifiée. Donc cette modification de la masse volumique, eh bien, ça induit les phénomènes que l'on rencontre en supersonique, à savoir qu'en supersonique, ça va être tout à fait le contraire du subsonique. En subsonique, eh bien, on converge l'écoulement, on augmente sa vitesse, et en supersonique, eh bien, pour augmenter la vitesse d'un écoulement supersonique, eh bien, il faut augmenter la taille de la tuyère. Alors ça tombe pas sous le sens, mais disons que si vous regardez ce qui se passe sur la tuyère d'Ariane 5, si au musée de l'air et de l'espace, on peut passer sous la fusée, on voit bien, donc c'est 1,20 m de diamètre à la sortie, on voit bien que c'est une tuyère. L'air, il est accéléré dans une tuyère. On commence d'abord à augmenter sa vitesse avec un convergent, et ensuite on augmente au-delà de Mach 1 en divergent. Donc là, c'est ce qui se passe dans une tuyère Mach 2, où on a un rapport donc, entre la section de sortie, donc là où vous voyez le disque vert avec l'avion, et le col, l'endroit le plus restreint, c'est 1,6. Pour obtenir un écoulement à Mach 2, donc 2 fois la vitesse du son, eh bien, il faut avoir une différence de section qui est d'1,6. Mais quand on veut avoir un écoulement à Mach 10, à 10 fois la vitesse du son, à ce moment-là, c'est 600 fois la différence de section. Vous voyez qu'on doit augmenter beaucoup la section pour avoir des écoulements qui sont de plus en plus rapides. Alors bien sûr, la géométrie fait beaucoup pour avoir le nombre de Mach, mais ça ne fait pas tout. La géométrie, avec ça, on est sûr d'avoir un nombre de Mach 2, mais à condition d'amorcer la tuyère. Alors ce qu'on appelle amorcer la tuyère, c'est avoir les conditions Mach 1 au col. Et donc pour avoir conditions de Mach 1 au col, eh bien, il faut avoir une surpression en amont et une dépression en aval. Il faut avoir une différence très importante de pression pour que l'air soit suffisamment accéléré pour atteindre Mach 1. C'est-à-dire que ce dont on est sûr, c'est qu'on ne peut atteindre Mach 1 qu'au col d'une tuyère dite de l'aval, le convergent et le divergent, ça peut être, si on a Mach 1, ça ne sera qu'à cet endroit-là. Mais pour l'obtenir, eh bien, il faut avoir une différence de pression qui est très importante. Du coup, les souffleries supersoniques, eh bien, elles vont être de taille plus réduite, et en fortiori les souffleries hypersoniques, où on atteint des Mach qui peuvent aller jusqu'à Mach 20, donc 20 fois la vitesse du son. Alors, cette soufflerie dont je voulais parler, c'est cette soufflerie hypersonique, donc c'est pour produire des écoulements à grande vitesse, donc de 6 km par seconde. C'est ce qui se produit, c'est 5-6 km par seconde, c'est ce qu'on obtient lors d'une rentrée atmosphérique. Donc lorsque la navette américaine rentrait et revenait sur Terre, eh bien, il y a des vitesses de cet ordre-là qui sont atteintes lorsqu'on atteint l'atmosphère terrestre. Donc, il y a l'étude de ces grandes vitesses requiert d'avoir des moyens adéquats et d'avoir des grands nombres de Mach. Alors, on distingue deux types de souffleries qui sont les souffleries froides dans lesquelles, pourquoi froides? C'est parce que quand on va faire donc, une soufflerie hypersonique, eh bien, on va accélérer l'air dans la tuyère. Et donc, le fait de l'accélérer, ça va le refroidir. Donc, et si on veut obtenir un grand nombre de Mach, on va le refroidir beaucoup. Donc, pour ne pas avoir un écoulement d'air liquéfié, ce qui serait sans intérêt, eh bien, on est obligé de chauffer l'écoulement. Alors, dans le premier type de soufflerie froide, on chauffe l'écoulement en amont de la tuyère, mais on le chauffe juste assez pour éviter sa liquéfaction durant la détente. C'est-à-dire que l'air qui arrive au bout de la tuyère, eh bien, c'est un air froid. On est déjà content parce qu'il n'est pas liquide, mais ce n'est pas un air chaud. Donc après, on a un autre type de soufflerie, où là, alors, on va chauffer drastiquement l'air en amont, pour que même après détente dans la tuyère, eh bien, on ait un air qui soit chaud. Parce que dans les rentrées atmosphériques, eh bien, ça va chauffer énormément, c'est ce qui se produit. Le ralentissement que l'on obtient donc, sur les filets d'air, c'est d'augmenter la température de manière colossale, ce qui fait que l'air d'ailleurs va se dissocier, que les molécules d'oxygène, donc d'azote d'abord à 4000 Kelvin vont se dissocier, à 2500 c'est l'oxygène qui se dissocie, donc on a des effets de gaz réactifs, et c'est ces effets de gaz réactifs
que l'on veut aussi avoir en soufflerie. Donc pour cela, donc nous, à Chalais-Meudon, on n'a que des souffleries hypersoniques froides, donc on va jusqu'à Mach 10, mais avec des souffleries qui ont un air qui fait moins 220 degrés Celsius à l'arrivée, donc c'est un air froid. Et donc si on veut avoir de l'air chaud, il faut vraiment chauffer énormément. Alors, comment chauffe-t-on ces écoulements dans les souffleries chaudes? Dans les souffleries froides, on a simplement un réchauffeur à effet Joule, parce qu'on chauffe jusqu'à 850 degrés. Donc c'est suffisant d'avoir des faisceaux d'inconel qui sont des résistances, et puis l'air qui se réchauffe en passant à côté de ces faisceaux. Alors, pour les souffleries à haute enthalpie ou hyperenthalpique, donc ces grandes souffleries hypersoniques, eh bien, on a une chambre à arc. Et alors, ce qui est amusant, c'est de se rappeler que dans les années 60, au moment de lorsque la France a mis en œuvre donc, toute sa politique de défense stratégique et d'avoir lancé des fusées, a fait des essais sur des phénomènes de rentrée pour les missiles stratégiques donc qui font à grande vitesse. Eh bien, on avait des souffleries qui étaient au-dessus du centre Onéra de Châtillon, qui étaient dans le centre EDF de Clamart, de Fontenay-aux-Roses-Clamart, et sur ce centre, il y avait deux souffleries, et elles étaient là parce que ça permettait d'utiliser tout le courant disponible sur la moitié sud de la région parisienne pendant un bref instant pour alimenter l'arc électrique. Donc ça faisait une chute sur le réseau d'électricité de 2 volts quand l'Onéra prenait tout ce qu'il y avait toute l'énergie électrique disponible pour alimenter cet arc électrique. Parce que donc, le but, c'est d'avoir donc, une enceinte dans laquelle on a de l'air qui est à haute pression et qu'on va chauffer énormément. Et ce chauffage, eh bien, il est obtenu avec un arc électrique, donc une cathode, une anode distante de quinzaine de centimètres. Et donc on fait un arc électrique très intense, mais vraiment mettant beaucoup d'énergie, et de manière à chauffer l'air énormément, si bien qu'après, quand il sera expulsé dans la tuyère, eh bien, il se refroidira naturellement, puisque ça c'est l'effet de détente, mais il restera encore chaud à l'arrivée. Alors, ces souffleries, ensuite, quand l'Onéra n'en a plus besoin, l'EDF, le commun accord, elles ont été démantelées, si bien qu'en 1986, quand la France et l'Europe ont voulu se doter d'une navette hypersonique, comme la navette américaine, eh bien, il n'y avait plus de soufflerie à haute enthalpie. Donc, il y avait des souffleries hypersoniques, mais pas des souffleries hypersoniques à haute température. Eh bien, on a reconstruit donc au Foggia-Mozac, à côté de Toulouse, une soufflerie qui fonctionne avec une chambre à arc, mais là, il n'était plus question de prélever le courant électrique, l'époque n'était plus la même, donc il a été décidé d'emmagasiner de l'énergie sous forme d'un volant d'inertie qui fait 15 tonnes, qui tourne à 1500 tours minute et qui va restituer ensuite du courant continu aux électrodes et produire donc le chauffage de cette air dans la chambre de tranquillisation. Ensuite, vous voyez donc le petit platine vert là, qui est un bouchon pyrotechnique donc, qui bouche le col de la tuyère. Je vous ai dit que sur une soufflerie hypersonique, eh bien, on passait il fallait dans une soufflerie hypersonique Mach 10, on a un petit tuyau de 10 mm dans lequel passe tout l'air pour sortir dans 350 mm à la sortie. Donc il faut vraiment avoir une différence de section très importante pour obtenir un écoulement hypersonique. Donc on bouche pendant la phase de montée en température dans la chambre à arc, on obstrue le col de la tuyère avec ce bouchon. Ce bouchon a une petite charge de poudre qui est actionnée électriquement quand on souhaite faire partir l'écoulement. À ce moment-là, le bouchon, eh bien, il est propulsé, il va dans la tuyère, alors il est biseauté de manière à partir dans le caisson à essai et de ne pas aller à la rencontre de la maquette qui est dans la veine d'essai. Quelquefois, il y a des dégâts collatéraux avec des morceaux qui peuvent impacter la maquette, mais ce n'est pas la généralité des cas. Donc, ce bouchon pyrotechnique est libéré, donc libère l'écoulement,
qui est expulsé dans la tuyère. Et là, on a des écoulements qui sont très brefs. Donc on parle de rafale, de soufflerie à rafale, parce que on a une durée utile de rafale qui est de 100 millisecondes, ce qui est très faible. Puis qu'est-ce qui va limiter finalement la durée de la rafale, qui fait qu'on n'a pas une soufflerie continue comme dans les autres cas? Eh bien, c'est que la chambre à arc, eh bien, elle a un volume limité d'air, déjà. Et puis, en aval, on a un caisson à vide qui aspire et qui, lui aussi, a une capacité limitée, un volume limité. Donc, lorsque tout l'air sera passé de la chambre à arc dans le caisson à vide, eh bien, on aura terminé la rafale. Donc, ça demande d'avoir des méthodes de mesure qui sont plus sophistiquées parce qu'il faut mettre... Si on veut faire une mesure de pression, on met un capteur de pression à chaque orifice. Il n'est plus question d'avoir un seul capteur qui scrute tour à tour tous les orifices de pression. Là, on est obligé de mesurer ce qui se passe, donc d'avoir des mesures instationnaires dans ce type de soufflerie. Voilà donc cette installation. Alors, je souhaitais vous parler de celle-là. Je vais parler de bien d'autres installations parce que l'ONERA a des dizaines de souffleries, mais celle-ci est donc une soufflerie qui est assez récente puisqu'elle a été opérationnelle en 1992, 90 même, les premiers essais. Malheureusement, au moment où elle était opérationnelle, eh bien, c'était la fin du programme Hermès, puisque l'Allemagne, qui s'était reconstituée, n'avait plus de fonds pour poursuivre ce programme, et donc le programme a été interrompu à cette époque-là. Donc la soufflerie sert malgré tout, mais c'est une soufflerie qui est d'un fonctionnement assez difficile parce que vu les hautes températures auxquelles sont soumis les matériaux, il y a souvent des dégradations et donc si bien qu'il y a une maintenance qui est importante et il n'y a pas plus de 50 essais par an qui se font dans cette soufflerie et pour un coût de rafale qui est 8 fois supérieur à celui d'une soufflerie froide équivalente telle que celle dont on dispose sur le centre de Meudon. Si bien que lorsqu'on a eu affaire récemment, ça fait maintenant 8 ans, des essais sur un Mars Simple Return Orbiter, donc qui était un retour d'échantillons martiens. Donc on a fait 150 rafales à Meudon et seulement une dizaine au Fauguin-Mauzac dans cette soufflerie parce que les essais sont beaucoup plus onéreux dans une telle installation. Mais ça nous avait permis donc de faire des essais avec le gaz réel que l'on trouve sur l'atmosphère martienne, qui était c'est à 95% du dioxyde de carbone. Donc on avait fait des essais au CO2 dans cette soufflerie. Donc elle est capable de rendre de grands services, mais pour un coût d'essai qui est très important. Voilà. Donc je me suis peut-être étendu un peu longuement sur l'aéronautique parce que c'est l'espace, parce que c'est mon domaine. Je serai beaucoup plus bref, rassurez-vous, sur les souffleries pour l'automobile et la construction. Puisque c'est avec nos collègues de la soufflerie S2A, qui est la soufflerie qui a été construite pour l'automobile à Saint-Cyr, hein, et avec donc notre collègue de la soufflerie du CSTB à Nantes, qu'on a fait cette exposition. Donc à Nantes, il y a une soufflerie qui s'appelle Jules Verne, qui est une soufflerie climatique et qui permet donc de faire qui est très bien conçue pour des essais de génie civil. Là, vous voyez le pont de Millau, qui est donc une maquette du pont de Millau qui a été soufflée dans cette soufflerie. Alors là, vous voyez un stade qui a été également soufflé à Nantes, parce qu'on s'imagine bien que lorsqu'il y a des tribunes sur un stade avec ces couvertures, hein, ces hauts vents sur les tribunes, ça offre une prise au vent qui est très importante. Et donc le problème, c'est de véritablement s'assurer qu'on n'aura pas de dégâts, que les toitures ne s'envoleront pas et qu'elles résisteront à des vents importants. Donc il y a des essais qui sont faits dans cette soufflerie et donc par le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est l'organisme qui a racheté évidemment la soufflerie Eiffel. Alors il y a la possibilité de reproduire un vent de sable. Vent de sable, c'est important actuellement, puisque nos armées interviennent beaucoup dans les déserts, dans les pays où il y a du sable, donc il y a des possibilités de faire un vent de sable, vent de poussière.
et puis de faire des gouttelettes d'eau, de faire de la pluie, de faire même la neige. Vous voyez ici une production de neige dans la soufflerie. Donc c'est une soufflerie qui est très utilisée pour tout ce qui a trait au bâtiment, à la construction, donc viaduc, pour les tours également. Hein. Quand on fait des gratte-ciel, il y a beaucoup d'études qui doivent être faites sur des effluents. Toutes ne sont pas faites à la soufflerie Eiffel. Il y en a bien sûr qui sont faites à la soufflerie Eiffel, mais après, on peut faire à une autre échelle dans la soufflerie Jules Verne. Voilà. Alors, la dernière soufflerie que je voudrais évoquer, eh bien, c'est la soufflerie S2A, donc, qui a été soufflerie aéroacoustique, qui a été construite donc, par un groupement d'intérêt économique à Saint-Cyr-l'École, et donc les trois partenaires, c'est le Conservatoire national des arts et métiers, Peugeot et Renault, chacun pour un tiers, et qui ont construit deux souffleries, une soufflerie qui permet de passer des voitures à échelle 1 et une soufflerie qui permet de passer les voitures à l'échelle de 5e. Voilà. Donc une qui est plus dédiée à la recherche et une autre pour lorsqu'on a des projets qui sont plus aboutis et qu'on fait des essais à échelle 1. Alors la problématique de la soufflerie pour l'automobile, c'est qu'en plus d'une soufflerie classique pour l'aéronautique, on a besoin d'avoir un tapis roulant pour reproduire l'effet de sol. Parce que ce qui est très important, parce que là où il y a une marge de progression sur la traînée des véhicules importante, c'est les écoulements sous caisse. Parce que l'aérodynamique, il faut dire que l'aérodynamique commence à avoir de l'importance pour l'automobile à partir de 90 km/h. C'est là où il y a vraiment un effet important d'aérodynamique et qu'il y a des marges de progression qu'en réduisant la traînée, on réduira la consommation. En deçà, l'aérodynamique n'est pas prépondérante. Et bon, pour tout ce qui est, sur autoroute, eh bien, il y en a intérêt à soigner l'aérodynamique et c'est pas toujours facile de soigner la carrosserie parce que les designers ont souvent le dernier mot dans l'automobile. Alors que l'écoulement sous caisse, c'est plus facile de pouvoir faire des améliorations. Voilà. Alors on pourrait se dire que les souffleries, eh bien, c'est un peu comme ça fait plus de 100 ans qu'on en fait, qu'elles sont un peu passées de mode. J'en ai pas parlé, mais bien sûr le numérique prend une place prépondérante maintenant dans toutes les recherches qui sont effectuées. Néanmoins, les souffleries continuent à avoir de l'importance par le fait que les écoulements turbulents ne sont pas encore modélisés, ne sont pas encore simulés numériquement de façon entièrement convaincante. C'est-à-dire qu'on utilise des modèles de turbulence et qui dépendent donc des laboratoires qui les ont mis en œuvre et également des applications. Donc, mais néanmoins, les codes de calcul sont très importants. Je ne dis pas que les calculs sont inefficients, bien au contraire. Les calculs ont une part de plus en plus prépondérante au détriment des essais en soufflerie. Donc, à terme, il est évident que, peut-être que dans 30 ou 40 ans, il n'y aura plus besoin de soufflerie parce que les calculs seront suffisamment performants. Depuis une vingtaine d'années, c'est considérable, hein, les avancées qui ont été faites en calcul. Néanmoins, il y a ce problème de modélisation de la turbulence qui fait que on n'a pas encore des capacités de calcul qui sont suffisantes pour faire des calculs instationnaires sur un avion de type Airbus. Parce que quand on a un avion de ce type, c'est des millions de points de calcul qui doivent être calculés autour de l'avion. Et si on fait... la turbulence, c'est finalement des instabilités à grande fréquence. Donc il faut faire des calculs instationnaires. Donc c'est les dernières méthodes qui ont été mises au point, qui sont la résolution directe des équations de Navier-Stokes au moyen de la DNS, hein, des Direct Navier-Stokes Simulation, et ces calculs eh bien, ont besoin de capacités d'ordinateurs qui sont encore hors de portée pour des applications réalistes, qui sont possibles de faire sur des petits objets, mais qu'on ne peut pas encore. Donc ce qui fait qu'on construit encore des souffleries. Alors chez nous, la dernière grande soufflerie qui a été construite, c'est effectivement la soufflerie S2A à Saint-Cyr-l'École. Mais dans les pays émergents, il y a en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil, on construit beaucoup de souffleries, donc ce qui montre qu'il y a encore
il y a encore du grain à moudre, au moins pour une génération, dans ce domaine.